Donc, bonjour à tous et à toutes d'ailleurs, hein. J'ai de nouveau le plaisir de vous accueillir pour ce second temps du cycle de webinaires consacré à modifier nos pratiques de gestion des eaux pluviales urbaines afin de s'adapter au changement climatique. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est toujours ciblé à destination des acteurs locaux, des départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, mais c'est avec plaisir qu'on accueille tous les autres départements et puis les personnes qui se connectent de l'étranger. Le webinaire est toujours proposé par un réseau d'acteurs locaux. Donc, je vous rappelle, participe à ça l'Agence de l'eau Adour-Garonne, les directions départementales et des territoires et le cas échéant de la mer des départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, les conseils départementaux de ces mêmes départements, l'ODAP, donc l'Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées, les CAUE des départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, le CEREMA, et ainsi que l'organisme que je représente, moi, l'Office international de l'eau. Alors, comme pour le premier webinaire, des petites règles pour que ça se passe à peu près bien. Donc, lors du premier webinaire, vous avez été un peu plus de 230 à vous connecter. Donc, on est très content d'avoir eu un public aussi large, mais de manière à ce que l'exercice se déroule correctement. Donc, on va encore vous demander de respecter un certain nombre de règles, notamment de couper tous vos micros. Donc, nous, on s'arrange pour que les micros soient coupés et on va vous demander de les garder coupés tout au long du webinaire. Seuls les intervenants seront autorisés à parler. Donc, en conséquence, si vous avez des questions à poser, on va le faire via le forum de discussion, donc via le chat. Donc, tout en bas de votre écran, vous avez un petit bouton qui s'appelle discussion. Et donc, si vous avez des questions à poser, merci de les écrire dans ce volet discussion. Et lors des temps d'échange qui auront lieu, eh bien, je retranscrirai ces questions vis-à-vis des intervenants. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, il faut que vous coupiez vos webcams et qu'il sera mis à disposition en replay, soit ce soir, soit demain. Vous recevrez donc un email vous permettant de revoir l'intégralité du webinaire. Voilà pour les recommandations. Donc, on a maintenant quasiment 150 personnes qui sont connectées. Et donc, je vous propose de débuter. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous allons dans ce webinaire vous présenter des retours d'expérience en milieu rural. Alors, pourquoi le milieu rural? Parce que déjà, l'amélioration de la gestion des eaux pluviales urbaines est l'affaire de tous. Alors, je vais juste démarrer mon PowerPoint en même temps et vous le partager. Hops. Voilà, donc comme je vous disais, la gestion des eaux pluviales urbaines, c'est l'affaire de tous, urbains et ruraux. Ce n'est pas uniquement les zones urbaines, au sens beaucoup de populations, qui sont concernées. Là, aujourd'hui, la gestion des eaux pluviales, ça concerne tout le monde. Alors, un petit rappel quand même sur ce qu'on s'était dit lors du premier webinaire, sur le périmètre de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Je vous rappelle que donc elle concerne réglementairement les aires urbaines, qui veut dire globalement les zones au sens du plan local d'urbanisme qui sont urbaines, donc les zones U, et les zones à urbaniser, les zones AU. Pour les collectivités qui n'auraient pas de plan local d'urbanisme, eh bien, c'est à l'appréciation par rapport à une densité de construction, une densité d'équipement et puis une imperméabilisation. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, voilà, la gestion des eaux pluviales urbaines renvoie vers une notion d'imperméabilisation des sols. Alors, évidemment, dans le monde rural, on n'a pas les mêmes moyens que dans le monde urbain, notamment d'un point de vue technique et financier. Et donc, les projets qu'on réalise dans le monde urbain ne sont pas aussi imposants, ne sont pas aussi majestueux. Reste qu'il est tout à fait possible de respecter avec des aménagements tout simples les grands principes de gestion des eaux pluviales. Alors, je vous les rappelle rapidement, ces grands principes, ces bonnes pratiques. La première chose va être de favoriser la non-imperméabilisation
Voilà, aussi bien sur des projets neufs que lors du renouvellement urbain. Voilà, les exemples qui vont vous être présentés juste après montrent bien cette non-imperméabilisation, cette recherche de non-imperméabilisation. Ne pas concentrer les eaux pluviales, on en a parlé, c'est pour des questions de pollution. Plus vous concentrerez vos eaux pluviales, plus il y aura des problèmes de pollution et donc de dépollution à traiter. Favoriser l'infiltration au maximum, donc travailler si possible avec des revêtements poreux de surface ou travailler avec des surfaces qui vont être capables de nous infiltrer les eaux pluviales. Tout ou partie, on essaiera au moins d'infiltrer la petite pluie. Gérer l'eau en surface, alors ça c'est du bon sens, mais ça coûte beaucoup moins cher de faire ruisseler l'eau en surface que de l'envoyer dans le sol via des avaloirs, via des canalisations. Et puis c'est beaucoup plus simple à réaliser. Et ça permettra surtout de favoriser la végétalisation, végétaliser dans nos projets. La végétation a un grand principe, voilà, vraiment de grands intérêts, va permettre à la fois de boire l'eau, de capter l'eau, de favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols, et puis de travailler sur la fraîcheur lors de nos aménagements. Aujourd'hui, il est plus qu'important de végétaliser face au changement climatique. Et puis le dernier grand principe qui sera de mutualiser les espaces, c'est-à-dire d'essayer de faire des espaces qui ne servent pas qu'à la gestion des eaux pluviales, mais qui sont capables de servir à un certain nombre d'autres usages, des usages qui peuvent être du stationnement, des usages récréatifs. Voilà, essayer de faire en sorte que cette eau, on l'intègre dans notre urbanisme. Voilà, donc c'était juste un petit rappel de ce qu'on s'était dit la dernière fois. Et donc, je vous propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc avec 2 retours d'expérience. Le premier retour d'expérience donc sera celui de la commune d'Ouzous dans les départements des Hautes-Pyrénées, où on nous présentera l'aménagement d'un parking qui est un parking de randonnée, la randonnée du Pibest peut-être pour ceux qui connaissent. Et donc on a le plaisir d'accueillir Dominique Gosset qui est maire de la commune d'Ouzous et Charlotte Fontan du bureau d'études d'aménagement du territoire Territory, donc qui a travaillé sur le projet. Deuxième retour d'expérience que nous aurons en milieu de webinaire, le réaménagement du bourg d'Espèces du Rhin, voilà, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc un projet de taille un petit peu plus importante, mais pas forcément avec plus de moyens, notamment financiers et techniques. Et donc nous avons le plaisir de compter parmi nous Michel Ibarra, qui est maire de la commune, et puis, excusez-moi, Maïté Fourcade, pardon, je me suis trompé sur le transparent, Maïté Fourcade, donc du bureau paysagiste, pays et paysage. Désolé Maïté, je vais corriger ça. Bon voilà, j'ai déjà beaucoup parlé et donc je vais maintenant passer au premier retour d'expérience, donc le retour d'expérience d'Ouzous, et donc je vais appeler Dominique Gosset qui est le maire de la commune à bien vouloir démarrer sa webcam. Voilà, ça y est, c'est démarré. Donc je vais lui poser quelques petites questions en fait, histoire qu'on fasse une petite introduction de l'intervention derrière. Alors, monsieur le maire, merci déjà et bonjour. Merci de participer et de prendre du temps pour nous pour participer à ce webinaire et nous faire part de votre retour d'expérience. En premier lieu, est-ce que vous pourriez nous présenter sommairement la commune d'Ouzous pour qu'on voit un petit peu les moyens dont vous disposez? Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je participe à ce webinaire. Écoutez, la commune d'Ouzous, c'est une petite commune de 212 habitants. C'est quand même une commune touristique puisqu'on a quand même de nombreux gîtes et un petit camping sur l'espace. La commune est située entre 460 mètres d'altitude et 1400 mètres, donc puisque nous avons tout le pan de montagne au-dessus de nous qui appartient à la commune. Donc avec beaucoup d'eau de ruissellement, ça vous pouvez vous en douter. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est aussi effectivement, comme vous l'avez introduit, une commune de la réserve régionale du Pivest, et la commune d'Ouzous est un des principaux départs, avec tout ce que ça peut supposer, effectivement, d'accueil de population et de voitures qui, jusqu'à présent, nous envahissent, si je puis dire comme ça, dans le mauvais sens du terme, et nous prennent effectivement tout notre espace public.
Voilà ce que je pouvais dire en introduction sur la commune d'Ozouz. Alors, les moyens financiers de la commune d'Ozouz, ils sont à la hauteur de la population. Nos seuls moyens, nous avons un budget de fonctionnement de 115 à 120 000 euros, vous voyez, avec des modestes. Voilà. Mais nous arrivons quand même à faire des investissements, mais on y reviendra plus tard. Ok, bah, très bien. Ouais, ouais. Donc petite commune, effectivement, 212 habitants. Je pense que la randonnée du Pibest est très, très prisée. Donc, effectivement, en été, vous devez avoir beaucoup de monde qui vient, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, donc c'est dans le cadre de cette ascension du Pibest qu'il y a un parking et que vous avez été amené à réfléchir au réaménagement de ce parking de randonneurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, ce parking, alors, contrairement à ce que vous dites, c'est pas forcément l'été que nous avons beaucoup de monde, même si l'été nous avons, parce que le Pibest est quand même versant sud. Donc, il y a quelques-uns qui se risquent en plein été à gravir le Pibest, mais ils ont vite soif, parce que c'est très, très chaud. Par contre, toute l'année, nous avons énormément de personnes, et notamment les week-ends, et notamment les week-ends de l'hiver, parce que les gens ne peuvent pas aller en montagne, en haute montagne. Donc, ils vont sur le Pibest, qui, lui, est déneigé toute l'année. Pratiquement. Donc ce parking, alors en fait, on a investi il y a une quinzaine d'années sur un espace parce on avait déjà cette problématique. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis du caillou, voilà, du Pibest, de la carrière du Pibest. Et ce parking était désorganisé, était devenu, je veux dire, quelque chose de pas très joli à l'entrée du village. Qui plus est, c'était même devenu pour les entreprises un espèce de lieu de stockage et de garage d'engins. Donc on a voulu quand même arrêter cela et travailler sur un aspect, puisqu'on avait fait aussi dans le cadre du intercommunal un plan de référence au niveau paysager que nous avons partagé. Et effectivement, ce parking faisait partie des choses qu'on devait traiter. Et donc, quand on a eu un petit peu sollicité quelques organismes, j'en parlerai peut-être plus tard sur le financement, ou à moins qu'on en parle d'ores et déjà. Voilà, on a eu des opportunités qui ont fait on a travaillé, on avait déjà le projet depuis longtemps, mais on ne savait pas comment le financer. C'était surtout ça le point principal. Voilà, ça D'accord. faisait partie de tout l'aménagement paysager. Tout le centre-bourg a été aménagé plus urbain mais même s'il y a de l'espace vert dedans. Mais il restait cette partie du parking à traiter. Voilà. D'accord, ok, très bien, très bien. C'est juste pour dire, pour la réserve du Pibest, c'est quand même 8 à 10 000 personnes par an qui montent au Pibest. Donc, ça peut être, alors, sachant que ça peut être très concentré à des moments et d'autres où il n'y a personne. Voilà. Donc, c'est un flux important pour un tout petit village de personnes. Voilà. Il traverse le village. Ok, ben je vois bien, étant moi-même randonneur, la difficulté des fois de se garer et les contraintes que ça peut entraîner d'ailleurs pour les locaux, hein, parce que les gens se garent n'importe où, n'importe comment, quoi. Voilà. Ok. Donc dans le cadre de ce projet de réaménagement, il y a un parti pris qui a été pris de ne pas imperméabiliser complètement le parking. Alors on va voir ça hein, après, il va y avoir une présentation du projet. Est-ce que c'était une volonté de la commune ou alors est-ce que c'était un élément qui, au cours des discussions, s'est rajouté voilà, dans la conception du projet? On va dire que il y a eu un peu les deux. Disons qu'au départ, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'était un endroit très minéral et qui détonnait complètement par rapport à la commune. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même une volonté de rechercher un aspect paysager et de verdir effectivement cet endroit. Bon, bien sûr qu'avec l'appui de Charlotte Fontan, notre maître d'œuvre, on a accéléré un petit peu le process et effectivement, elle nous a proposé des solutions qui étaient dans notre projection effectivement de cela, de verdir et d'éviter effectivement de refaire du bitume. Nous en avons déjà un petit peu au centre-ville, au centre du village, parce que centre-ville c'est peut-être un grand mot, et nous voulions effectivement que ça s'intègre complètement à l'environnement. Voilà, qui est très vert tout autour d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est sûr qu'avec le parc, vous avez peut-être aussi un aspect vert à maintenir, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, vous nous parliez tout à l'heure qu'il y avait, vous aviez eu des aides. Donc, est-ce que vous avez eu des aides sur la partie conception du projet, des aides sur la partie financement? Qu'est-ce que vous avez eu exactement à ce niveau-là?
D'une manière globale, sur les aides ont englobé la maîtrise d'œuvre, etc., et les travaux. En fait, on s'est servi un petit peu puisque la réserve régionale est gérée par un SIVU, un syndicat intercommunal, dont la commune d'Ouzous est adhérente, hein, qui regroupe plus d'une dizaine de communes, hein, puisque ça va jusqu'au Pays de Lourdes. C'est la plus grande d'ailleurs réserve régionale de France en termes de superficie. Et donc, effectivement, ils sont réserve régionale, donc ils ont des fonds qui peuvent être récupérés, enfin comment dire, orientés vers des actions. Et comme l'usage principal de ce parking, parce qu'avant tout, c'est un parking pour le départ de la randonnée, puisque l'usage propre de la commune, nous, à part l'hiver où on peut se garer un petit peu parce que c'est proche de la départementale et ça nous facilite un petit peu notre circulation s'il y a un peu de neige, mais qui est très rare à Ouzous, sinon on n'a aucun usage de ce parking si ce n'est d'accueillir effectivement tous ces randonneurs. Et donc la région, je veux dire, à travers le CIVU du PIDES qui a appuyé notre demande, est venue effectivement nous dire qu'elle pourrait financer. Elle a financé à hauteur de 60% quand même ce parking. Et nous avons sollicité aussi l'aide du conseil départemental qui est venu à hauteur de 10%. Ce qui fait que nous avons eu 70% d'aide sur ce parking, bon, pour un montant hors taxe de 110 000 euros. Voilà un petit peu le projet en comprenant la main-d'œuvre dedans. Voilà un petit peu le coût du projet global. Ouais, d'accord, c'est comme un projet qui est équivalent au budget de fonctionnement de la commune, quoi. Donc même Tout à avec fait. 30% d'aide, 30%, pardon, De 70% d'aide, charge. il vous reste encore 30% à financer, quoi. Voilà. Tout à fait. Ok. Voilà, ce qui est un choix, mais bon, on l'assume. D'accord. Ok, merci pour cette présentation. Moi, j'avoue que ça me permet de bien comprendre le contexte. Et donc, maintenant, je vais passer la parole, pardon, à Charlotte Fontan. J'ai fait une faute d'orthographe au prénom. Charlotte, je m'excuse. Au prénom, au nom, j'ai mis un T, il n'y a pas de T. Donc, je vais vous passer la parole pour faire la présentation un petit peu du projet, donc nous dire quelle était la situation avant, quelle était la demande de la collectivité, et puis ce que vous avez proposé, et on aura des photos de réalisation, je pense, à la fin. Voilà. Je vous passe la parole. Vous partagez votre écran. Oui. Bonjour. Donc, je vais partager l'écran. Donc, l'idée, effectivement, c'est de vous... Est-ce que vous voyez l'écran? Mon Pas de écran souci. Il faut le passer en plein écran et ça sera parfait. Écran. Hop là. Voilà. Donc, effectivement, l'idée de cette présentation, c'est d'illustrer un peu les propos de Monsieur Gosset par rapport à cet aménagement, donc de requalification du parking d'Ouzous, du parking du départ du PPS. C'est bien une requalification, comme l'a dit Monsieur Gosset, il y avait déjà un stationnement existant sur cet espace-là. Donc, en préambule, je voulais juste voilà, vous présenter l'équipe de maîtrise d'œuvre qui avait travaillé sur ce projet-là. Donc, le bureau d'études territoriales, hein, on est 4 derrière le projet d'Ouzous, mais d'autres, on est donc sur deux régions, hein, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, avec des profils donc, de concepteurs paysagistes, d'urbanistes, VRD et expertise sur les arbres. Alors, le contexte de l'aménagement, alors c'est pour illustrer vraiment la problématique ce qu'a pu dire M. Gosset jusqu'avant. Nous, on est arrivés, la mairie avait déjà travaillé en amont avec l'ADAC, donc c'est l'agence d'aide départementale développement des collectivités, d'accompagnement des collectivités, pardon, je vais y arriver, et le CAE des Hautes-Pyrénées sur un programme, voilà, pour définir les enjeux et les objectifs de l'aménagement. Donc nous avons répondu sur la base de ce programme-là. La réserve du massif du Pibès-Aoyer, donc je vous ai juste mis cette carte pour vous illustrer ce que disait Monsieur Gosset tout à l'heure. Donc Ouzous, on est ici, c'est une des portes d'entrée de la réserve. Et on voit donc voilà, l'ascension ici du Pibest. Donc ce parking est un point de départ très fréquenté de ce pic.
Alors, on est là sur la commune d'Ouzous. Le parking, il est délimité, il a une forme triangulaire, et il est délimité sur sa partie sud par la départementale 102. Ouzous, donc c'est un village qui est accroché au massif du Puy-Bès, donc exposé au sud. C'est une des vallées, des petites vallées pyrénéennes qui est orientée est-ouest, hein, par rapport aux grandes vallées des Pyrénées qui sont plutôt nord-sud. Donc voilà, le parking est donc le long de cette départementale en bas du village, voilà, sur une plateforme qui fait à peu près 2000 mètres carrés. Donc on voit ici sur cette... Ah, vous voyez toujours mon écran? Pourquoi? On ne vous voit plus. Non, il y a quelqu'un qui a partagé l'écran. Il y a quelqu'un qui vient de prendre le partage d'écran. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux débloquer tout ça? Non, on voit pas toujours, on voit toujours pas. Il y a quelqu'un qui a cliqué sur le bouton. Hop. Alors, hop, voilà. Donc j'ai repris le partage d'écran et je vous le redonne. C'est bon. Ah, c'est bon? C'est bon? Tout le monde voit? Je pense que tout le monde voit. C'est bon. Ouais. Ok. Donc voilà une vue de l'état initial du parking. Donc c'est une grande plateforme de 2000 mètres carrés à peu près, en surplomb de la départementale qui est ici, avec une grande partie donc qui était empierrée, hein, dans cette fameuse carrière du Puy-Bès. On voit ici derrière le massif du Puy-Bès, donc qui est sur lequel est accroché le village d'Ouzous ici en arrière-plan. On a une pente sur ce parking d'environ 9%, une pente homogène qui était existante. Voilà, avec des stationnements. Alors là, c'est une photo prise voilà, en période hivernale. Hein, on voit le nombre de stationnements et effectivement des poids lourds de stationner également. On a un point de vue. Donc on est exposé plein sud et on a un point de vue sur la vallée des Gaves qui est assez intéressant, hein, sur ce point bas du village, mais de manière générale sur tout le village de Ouzous, on a une vue magnifique sur les hauteurs et sur la vallée des Gaves en bas. Donc je vous ai fait quelques photos pour vous montrer un petit peu le parking au départ. Donc là on a la départementale et ici on a la voie qui rentre dans la rue de l'église, donc qui rentre dans le village. On avait un petit talus, voilà, enherbé, planté, avec de la végétation plutôt ornementale, et un muret en rochement hein, qui soutient le parking sur sa partie basse. Voilà, pour illustrer les stationnements des poids lourds, donc des entreprises hein, qui travaillaient dans le coin se servaient de cette plateforme pour stationner et pour stocker. Par rapport à la problématique, donc on voit ici des tas de déblais qui restaient là, stockés donc par des engins. On voit ici donc sur la partie de talus qui est du parking des problématiques pluviales, donc d'écoulement et de ravinement des talus avec des parties donc qui s'érodaient à force des pluies. Toujours pour parler aussi de la problématique pluviale, sur la partie nord, sur la limite nord du parking, on a un fossé qui longe toute une parcelle privée qui est en zone constructible, d'ailleurs qui vient d'être vendue et sur lequel il y a un projet de construction d'une maison. Avec un mur, on voit ici un mur en pierre sèche hein, qui commence aussi à s'éroder et à tomber. Voilà, et donc ce fossé sur la partie nord, qu'on voit ici dans l'autre sens. Problématique aussi d'information, hein, donc c'est un parking de randonneurs, donc il y a aussi des panneaux d'affichage hein, qui sont disposés pour parler de la réserve, parler des cheminements, parler du village.
avec donc de la signalétique ici qui identifie le départ de la randonnée. Alors, les objectifs du projet tels que élaborés dans le programme du CAUE et de la DAC, donc c'était de créer une entrée de bourg qualifiante. Comme disait M. Gosset, ce parking, c'est aussi une entrée de bourg. Soigner son intégration paysagère. Donc le CAUE avait déjà travaillé sur une proposition d'aménagement en terrasse, avec une minimisation des surfaces imperméables sur l'aménagement, structurer des espaces par des essences arborées, offrir des stationnements enherbés, offrir un espace de détente et préserver les vues donc sur la vallée. Alors le projet tel qu'on l'a mené, on a travaillé sur plusieurs thématiques, mais les grands échanges qu'on a pu avoir avec la collectivité au moment de l'étude, c'est effectivement comment arriver à minimiser l'imperméabilisation de ce parking et offrir des stationnements en herbe. Voilà, donc c'était vraiment arriver à désimperméabiliser un parking qui était dans l'état initial peu perméable. Donc remodeler le terrain, donc travailler sur des terrasses, sur des hauteurs, et gérer le maximum possible les eaux pluviales en aérien, donc en conservant le fossé qui était sur la partie, qui est toujours sur la partie nord, en l'agrandissant même. Voilà. Et puis faut penser aussi aux autres usages de ce parking. Donc j'en ai pas parlé au début, vous avez sûrement vu qu'il y avait une benne d'ordures ménagères, donc il y avait aussi une problématique par rapport aux ordures ménagères, donc verre, ordures ménagères et recyclables, qui ça se passera sur un deuxième temps, hein, donc c'est pas la collectivité qui gère ça directement, donc c'est la communauté de communes. Voilà, donc aussi anticiper la gestion future de ces ordures ménagères. Donc l'idée c'est d'arriver à convertir en fait cette contrainte technique de gestion des eaux pluviales en plus-value et en plus-value paysagère. Donc d'arriver à récolter le maximum d'eau pluviale donc qui arrive de cette montagne, et en même temps d'en faire une mise en scène paysagère. Donc c'est ce qu'on a proposé sur le départ en fait de la randonnée. Donc en agrandissant ce fossé et en créant une zone un peu humide, surplombée par une passerelle en bois. Donc travailler avec des matériaux simples, locaux. Donc ça aussi, le travail avec la réserve sur ce point-là a été assez riche en échange. Donc M. Gosset disait tout à l'heure que la région était venue les aider sur ce projet-là, en contraignant un peu le projet, mais en le rendant aussi, en participant fortement à son intégration, donc sur des choix de bois locaux. C'est ce sur quoi on a travaillé. Donc voilà un petit plan de l'aménagement. Donc on a la départementale ici, 102 qui passe sur la limite sud. Et donc un parking avec une entrée-sortie sur les deux voies. Donc ça c'était aussi une volonté de la collectivité de permettre l'accès depuis la départementale, mais aussi depuis la rue qui mène au village. Avec donc deux parties de stationnement. Un stationnement un peu organisé pour des véhicules légers et un stationnement plutôt sous forme de bande pour des stationnements plutôt bus, parce qu'il y a aussi la problématique des bus touristiques qui amènent des randonneurs au Pibet. Donc on a ici notre fossé sur la partie nord, là nous avec la plateforme en bois donc qui positionne et identifie le point de départ de la randonnée. On a aussi également sous chaque stationnement une noue en long qui permet de récupérer les eaux
des parties qui sont imperméables, donc les voies d'accès, hein, qui elles sont enrobées. Donc on a une première noue ici, puis une seconde ici en dessous. Et un renvoi de ces eaux en aérien sur, on va le voir un petit peu mieux sur ce schéma-là. Donc je vous ai repositionné les principes d'évacuation, hein, des eaux. Donc on avait une canalisation qui passait à la fois sur la rue de l'église et sur la départementale. Donc l'idée, c'était de renvoyer directement dans ces canalisations sans voilà. Après, on va dire imperméabilisation directe sur les surfaces enherbées du parking. Donc là, c'est une coupe un peu technique, mais pour comprendre un peu la gestion des pentes et la gestion des terrasses, avec la première partie de stationnement enherbé, et puis la seconde, donc délimitée par un enrochement. On a repris le code, le motif paysager, hein, du soubassement qui existe aujourd'hui déjà pour délimiter l'angle du parking. Alors, quelques particularités de ce projet aussi, c'est donc je vous ai parlé de provenance du bois, donc on a travaillé avec exclusivement du robinier, donc un bois qui est classe 4 sans traitement pour les espaces extérieurs. Donc tout ce qui est platelage, signalétique et mobilier. Et puis une problématique aussi a été d'essayer de travailler avec le label végétal local pour la plantation d'essences arborées et de semis. Alors, autant pour le semis, on y est arrivé, mais la problématique de cette filière végétale locale, c'est que pour le moment, elle ne permet de ne planter que des jeunes plants. Et donc, sur un parking, c'est un peu compliqué d'envisager d'avoir des jeunes plants pour avoir des arbres. Donc, on est resté sur une palette champêtre, mais non labellisée végétale locale sur les arbres et en dessous. Par contre, pour le semis du mélange terre-pierre, là on est parti sur une composition donc labellisée Pyrrhygren de Neo, c'est un label qui garantit la provenance des essences végétales, complété par 2 légumineuses pour un apport d'azote. Bon. Alors on a une problématique de chantier un peu particulière. Donc le chantier s'est passé sur l'année 2020. Le premier semestre 2020, et donc il a dû être arrêté pour le premier confinement, une semaine avant où devait se faire le semis. Donc le semis était calé pour le 15 mars ou le 16 mars 2020. Donc quand l'entreprise a repris les travaux au mois de mai, il a été décidé quand même de faire le semis pour ne pas laisser le terre-pierre s'enherber spontanément pendant l'été, en sachant que voilà, le semis ne reprendrait pas forcément bien. Et donc, il y a eu un deuxième semis par hydromulching donc, au mois de novembre 2020. Alors, une des problématiques importantes sur ce type d'aménagement, c'est lié à l'usage de ce parking, donc la fréquentation importante du stationnement, comme disait M. Gosset, les week-ends pendant toute l'année. Qui a rendu compliqué, voilà, pour qu'un parking terre-pierre prenne bien, il faut que l'herbe pousse, et que pour que l'herbe pousse, il ne faudrait pas qu'il y ait de stationnement. Donc ça a été une contrainte importante pour la collectivité d'arriver à garder ce parking fermé le temps qui est nécessaire à la levée des graines. Voilà, mais ils y sont arrivés. Et donc voilà, maintenant le parking est ouvert. Il a été ouvert au mois de fin février 2021. Au niveau de la composition du mélange terre-pierre, donc dans les parties stationnées, voilà, je vous ai mis une photo de ce à quoi ça peut ressembler. C'est vrai qu'au départ, c'est toujours un peu impressionnant hein, de voir tout ce concassé. On se montre comment l'herbe va lever. Donc voilà, avec la composition du mélange terre-pierre. C'est un chantier qui a été réalisé par 2 entreprises. Il y a eu 2 lots, un lot VRD et un lot espace vert. Voilà, donc le chantier a démarré en janvier 2020 et puis donc a été ouvert vraiment en février 2021. Donc pendant une année, il n'y a pas eu de stationnement possible sur ce parking, donc ça a quand même engendré quelques problématiques de stationnement ailleurs dans le village qui a été
un élément assez particulier à gérer pour la collectivité. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques photos pour vous montrer l'aménagement réalisé. Donc, avec une identification du parking du Cubest et l'identité de la réserve. La voie d'accès. Une problématique aussi sur le stationnement voilà, PMR. Donc ici, on a la plateforme en bois avec la zone humide qui arrive, donc qui récupère les eaux hein, de la montagne, entre guillemets, de la partie nord, et qui s'écoule après dans un deuxième temps dans le réseau. Donc la panautique aussi a été revue. Donc voilà, le profil, le fossé a été voilà, élargi, plus transformé sous forme de mou hein, pour agrandir sa capacité d'absorption. Donc on n'a aussi aucune bordure en hauteur par rapport à la délimitation du parking. Tout est arasé pour faciliter l'écoulement des eaux. Donc les stationnements sont arrêtés par des poutres de bois et pour que l'eau s'écoule entre. Voilà, quelques photos. Le jour de l'ouverture, donc on voit, on avait ouvert depuis 5 minutes, il y avait 15 voitures sur le parking. Donc il y a eu aussi des éléments d'agrément, hein, de poser des tables de pique-nique, des bancs, pour pouvoir profiter de l'espace. Donc avec des arbres, plantation d'arbres et plantation de bosquets arbustifs. Ok, voilà. Merci. Je vais vous demander d'arrêter de partager l'écran. Donc, voilà, merci pour cette présentation. Hein, moi, que j'ai trouvé très, très intéressante et puis bien conforme à ce qu'on attend aujourd'hui en termes de gestion des eaux pluviales. Hein, voilà, globalement, bon, de l'imperméabilisation, mais aussi des zones non imperméabilisées, du ruissellement de surface, du stockage d'eau en surface pour permettre l'infiltration, et puis une intégration végétale. Alors, il faut que les arbres poussent, il faut que tous les bosquets poussent, mais qui va arriver assez rapidement. Donc voilà, quelque chose qui dénature pas du tout le paysage, quoi. Donc je vais maintenant reposer quelques questions à Monsieur Gosset. Monsieur Gosset, si vous voulez bien rallumer votre micro, je vois que c'est fait, c'est parfait. Oui. Quoi. Bon voilà, donc mise en service février 2021. Est-ce que il y a déjà des premiers retours d'expérience dessus, des plaintes des randonneurs, ils sont inondés, ils peuvent pas marcher, il y a de la boue partout, les riverains peuvent pas se garer. Voilà, est-ce qu'on a des ou est-ce qu'il y a des bons retours? Pardon, excusez-moi, je suis très négatif dans mon propos, quoi. Hein, mais est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez me dire? On va dire que la gestion des travaux, effectivement, a été compliquée. Bon, elle a été renforcée par l'effet Covid qui a fait durer le chantier de manière très longue. Les problèmes de décalage de plantation de l'herbe qui ont fait qu'effectivement, on a neutralisé le parking pendant des mois. Et la gestion, alors, la première a été très compliquée parce qu'effectivement, là, les remarques des randonneurs étaient très désagréables puisqu'ils me poussaient les barrières, ils me poussaient tout. Voilà, bon, c'était extrêmement compliqué. Obligé de faire intervenir la gendarmerie même à des moments parce qu'autrement, on n'arrivait pas à gérer ça. Ça, c'est la première phase négative, si je puis dire, mais je veux dire une phase obligatoire, nécessaire. Mais bon, mais c'était un combat quand même pour arriver à le laisser fermer. Et puis après, ben non, depuis, je veux dire, effectivement, on a plutôt des retours très positifs pour nous balader de temps en temps sur le parking. C'est une balade que je fais avec mon chien de temps en temps. Ça me permet de discuter avec les gens. Non, les gens apprécient beaucoup cet espace-là. Il n'y a pas du tout de boue, aucune boue, puisque c'est de la terre-pierre. Donc les gens, même quand il pleut, bon, vous me direz, quand il pleut, ils sont pas trop là, les gens. En général, ils viennent quand il fait beau. Mais quand même, il n'y a pas de boue de présence sur ce terre-plein. Voilà. La seule peut-être difficulté qu'il y a, c'est que il reste encore un peu court le parking en termes par moment de fréquentation, ce qui fait que même il y a des fois des voitures garées sur la partie non empierrée. Voilà. Donc là, on a été obligé de remettre même si c'était pas très esthétique, des petits poteaux bois pour empêcher que les gens se garent, surtout dans le début, que la terre, voilà. Sinon, voilà, ça fonctionne très bien. Alors,
Voilà, on n'a pas eu trop de bus, mais il y en a de temps en temps. Il y a des véhicules aussi, des chevaux qui viennent de temps en temps. Voilà, donc non, la gestion est correcte et voilà pour l'instant. Alors c'est vrai que c'est encore un peu court puisque le confinement fait que il y a eu beaucoup de moments où les gens ne pouvaient pas venir. Mais voilà, non, mais là aujourd'hui ça fonctionne très bien et les retours sont excellents. Et alors les villageois me disent oui c'est très bien, mais comment tu vas gérer les coupes d'herbe, la coupe. Bon, et c'est vrai que ça, c'est peut-être la difficulté. Alors, c'est vrai que ce printemps a été quand même assez pluvieux, et c'est vrai qu'il faut quand même couper. Là, on a coupé tous les 15 jours depuis un mois et demi. Voilà, donc ça, c'est la contrainte, elle est là. Bon, alors, nous n'avons pas d'employé communal, nous avons une brigade intercommunale qui fait des heures fixées chez nous. Et ils interviennent à peu près tous les 15 jours pour mettre un coup de tondeuse. Alors c'est vrai que c'est des endroits quand même assez plats, donc ça va assez vite puisque la tondeuse peut passer. Voilà. Mais là, par exemple, il a fait très très chaud pendant quelques jours. Là, je pense que ça s'est ralenti. Il n'y a pas forcément de nécessité une coupe tous les 15 jours maintenant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y aura quelque chose à faire de ce côté-là. Mais nous l'avions aussi avant sur les bordures. Hein. Il n'y a que la partie, comment dire, empierrée de stationnement qui est nouvelle en termes de fauche. Voilà. Ok, ouais, bah, très bien. Ça anticipe la question d'après et puis qui a été posée dans le forum de discussion sur l'entretien. Voilà. Donc effectivement, il y a un petit peu de fauche à faire régulièrement. Alors je vois, il y a une remarque. Ce système fonctionne sur des parkings utilisés de façon ponctuelle, sinon les plans finiraient en boue. Mais intéressant comme principe. Alors effectivement, hein, on n'est pas sur un parking de supermarché avec un turnover de voitures important. Ça ne tiendrait pas sur un parking de supermarché, mais sur un parking comme ça très ponctuel, ça tient très très bien. Pour information, si vous avez un jour l'immense chance de venir à Limoges, le parking du Zénith de Limoges, donc qui fait 4 hectares, est lui aussi en mélange terre-pierre. Et comme l'a dit Monsieur Gosset, il n'y a pas de boue, les gens peuvent marcher, il n'y a pas d'ornière, on peut se balader dessus sans aucun problème et ça donne un aspect vert au parking qui change complètement et qui s'intègre bien voilà, dans le paysage, quoi. Et puis là, on le voit bien chez vous, c'est très important de respecter le paysage, quoi. Ok, merci. Merci Monsieur Gosset. Je vais passer maintenant aux questions. Il y a un certain nombre de questions et donc les premières vont sans doute s'adresser à Charlotte Fontan, donc sur la compréhension hydraulique du projet. Une première question, les eaux pluviales, une fois qu'elles sont parties des noues et des fossés, qu'est-ce qu'elles font? Elles retournent vers un réseau existant ou alors est-ce qu'elles s'infiltrent globalement dans le sol? Alors effectivement, hein, c'était une problématique de l'existant, on va dire. Hein. C'est qu'effectivement, il y a deux canalisations, comme vous le disiez, qui passaient déjà sur les deux routes adjacentes au parking. Donc effectivement, ce qu'on récupère, qui n'est pas infiltré directement parmi les parties perméables du stationnement, finissent dans le réseau existant. D'accord. Mais vos noues ne sont pas étanches. Enfin, les noues, Ah non, après, voilà, toute la pluie fine dont vous aviez parlé la dernière fois est récupérée directement par les noues, par le parking terre-pierre, par le fossé, par la zone plutôt humide. Voilà. D'accord, oui. Après, Donc, il y a que pour des pluies, je dirais, fortes, voire exceptionnelles, que tous ces ouvrages vont se mettre, voilà, être c'est-à-dire que remplis, c'est l'exutoire débordés et aller vers le réseau. Donc, final voilà, donc on a quand même une amélioration importante par rapport à la situation initiale, hein, où là, tout oui. ruisselait directement Et dans par ce rapport réseau. à la problématique hydraulique, j'en ai pas parlé, mais quand on est arrivé sur le parking la première fois, donc la collectivité nous a alerté sur une arrivée d'eau sur le parking. Alors pas tout le temps, hein, mais surtout quand il avait beaucoup plu. Donc une source probablement qui arrivait sur la partie nord du parking et qui avait fait des ornières hein, sur le concassé de la plateforme et qu'ils n'arrivaient pas vraiment bien à gérer. Donc on avait fait venir un hydraulicien pour essayer d'identifier cette source.
au moment des travaux, on a été assez vigilant pour essayer de la capter. Et en fait, on est arrivé en élargissant ce fossé sur la partie nord et en créant cette plateforme, à renvoyer cette eau qui arrivait de cette source voilà, là-dedans et éviter que ça continue à s'écouler sur le parking. Voilà. D'où la création de la zone humide, en fait, si je comprends bien. Ouais. Voilà. Et cette zone humide, est-ce que vous l'avez, comment dire, travaillée? Est-ce que vous avez planté dedans des espèces humides ou alors est-ce qu'on attend, parce qu'elles vont coloniser petit à petit. Non, le choix a été fait en fait, ça a quand même été un chantier. Alors au niveau de l'étude, on l'a identifié, on l'a quantifié, mais après au niveau des travaux, on a modelé, enfin c'est l'entreprise qui a modelé la plateforme en fonction de l'existant et voilà, donc le travail a été vraiment dessiné sur la plateforme, enfin au moment du chantier. Donc non, après il a été décidé de le laisser et de voir effectivement comment ça allait se comporter dans le temps. D'accord. Et donc, une question qui fâche, et je vais demander aux DDD de fermer leur micro, enfin pas leur micro, leur haut-parleur quelques instants. Voilà, la création d'une zone humide, en fait, c'est une rubrique au titre de la loi sur l'eau. Est-ce qu'il y a eu une procédure de fait ou quelque chose à ce niveau-là? Je pense pas, quoi. Ça a été fait comme ça. Voilà. Non, mais pas de souci. C'est bon, les DDT, vous pouvez rouvrir vos haut-parleurs. Ok, une autre question toujours hydraulique. Est-ce qu'il y a eu des études hydrauliques qui ont été faites? Donc notamment, est-ce que la pluviométrie a été étudiée? Est-ce que la perméabilité des sols a été étudiée? Est-ce qu'on a ce genre d'études qui ont été faites ou est-ce qu'on est resté? Voilà, on est resté sur quelque chose d'assez. Non, on est resté vraiment sur par rapport à l'existant et une amélioration de l'existant, mais on n'a pas quantifié les choses en amont. Enfin, voilà. Où est-ce que M. Gosset, vous ayez eu des études amont, mais je crois pas. Non, nous n'avons pas fait d'études amont, non, pas du tout. Voilà. Bon, honnêtement, voilà, c'est pas très très grave. On est sur une amélioration de la situation actuelle. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces matériaux perméables qu'on met en place, ils font disparaître une très grande partie de l'eau tout de suite, quoi. On n'en entend plus parler. Voilà. On est en train d'essayer d'instrumenter notre parking perméable à l'Office de l'eau, et là, lors de gros orages, ils restituent rien, ces parkings perméables, du tout, quoi. D'autres questions maintenant sur la partie plutôt espèces, enfin matériaux utilisés. Donc bois locaux. Donc quelle classe d'emploi? Voilà. Donc vous nous avez dit que c'était de la classe 4 du robinier sans traitement. Alors moi je suis novice, ça me parle pas beaucoup. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ce que ça veut dire classe 4, notamment vis-à-vis de l'humidité qu'on a dans l'aménagement? Pour les aménagements extérieurs, voilà, on a plusieurs matériaux à notre disposition pour faire pour du mobilier ou pour voilà, des différents aménagements. Et donc, voilà, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un bois qui résiste le plus longtemps possible aux intempéries. Voilà. Et naturellement, le seul bois qu'on a local par chez nous, donc c'est le robinier, c'est l'acacia en fait. Il y a des problématiques de filière, encore une fois, c'est-à-dire que c'est compliqué d'arriver à trouver le robinier, c'est plutôt considéré comme une plante envahissante en fait. Donc la gestion de cette filière-là est pas forcément très bien approvisionnée, mais ça a été aussi, mais on a trouvé voilà, adapté. D'accord. Et ok. Et donc c'est un bois qui résiste à l'eau. Voilà. Oui, naturellement. Okay. Naturellement, d'accord. Oui, effectivement, moi, le robinier faux acacia, c'est quelque chose contre lequel je lutte en me piquant chez moi. Voilà. Ok, très bien. Une autre question sur. Alors là, je pense que c'est plus simple. Voilà. Est-ce qu'il y a un arrosage qui a été mis en place des places de parking? Moi, je pense pas du tout. On n'est pas sûr du tout sur quelque chose qui nécessite de l'arrosage. Alors effectivement, peut-être que l'herbe va jaunir un petit peu lors des périodes sèches, mais elle va repartir sans aucun souci après les périodes sèches, quoi. Voilà. Alors une autre question, alors qui a été répondue déjà par le chat. Est-ce que l'agence de l'eau a été sollicitée pour une demande de subvention sur le projet, par exemple pour l'intégration des NOU?
Donc, il a été répondu que non, il n'y avait pas eu de sollicitation de l'Agence de l'eau, car au moment de la réalisation du projet, il n'y avait pas encore d'aide mise en place, quoi. Voilà. Après, donc, je vous rappelle, hein, les agences de l'eau vont financer sur des projets de désimperméabilisation de l'existant, donc pas sur la réalisation de neuf, donc sur du déraccordement aussi de l'existant. Voilà, donc là, on aurait pu sans doute aujourd'hui rentrer dans dans ce cadre-là. Oui, alors après, dommage, oui et non, puisqu'il y a un plafond d'aide, hein, au bout d'un moment, on ne veut pas être aidé à 100%, Monsieur Gosset, tout à fait, quoi. Ok. Donc, il y a des remarques effectivement hein, sur le projet qui aurait dû avoir un certain nombre de dossiers réglementaires, notamment un dossier loi sur l'eau, quoi. Voilà, tout à fait. Bon. On n'est pas sur un projet de grande ampleur, mais effectivement qui aurait nécessité sans doute, d'un point de vue réglementaire, la réalisation de ce dossier, quoi. Voilà, il y a des discussions dans le chat là-dessus, quoi. Une dernière question, alors là encore plus technique, sur la giration des bus. Est-ce que vous avez déjà des bus qui se sont garés? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de giration sur le parking? Monsieur Gosset, vous savez peut-être? J'ai pas vu de grand bus faire de. Normalement, on l'a calculé de telle manière qu'effectivement les bus puissent passer. Non, par contre, j'ai eu un 38 tonnes une fois qu'il est passé. Et lui, il m'a tout raviné. Voilà. Mais ça, c'était pas prévu pour un 38 tonnes non plus. Voilà. Voilà. Ouais, Tous les espaces non cailloux on été obligés de refaire intervenir les employés pour reniveler, etc. Non, mais autrement, j'ai pas eu de remarques de grands bus. Voilà, bon, ils ont la possibilité de faire le tour, ils ont la possibilité de faire marche arrière aussi. Je sais que c'est pas forcément, voilà, mais c'est vrai que ça a toujours été un choix. Ça a été un choix. On a voulu quand même que les bus puissent se garer, mais compliqué aussi puisqu'il faut quand même garder l'espace pour les voitures qui sont quand même les principaux utilisateurs. C'est un peu compliqué la gestion de ça, mais ils peuvent le faire. Ok, d'accord, très bien. Une dernière question qui vient d'arriver au niveau de la zone humide. Est-ce que vous avez constaté, alors bon, je sais qu'on arrive juste à la période, mais éventuellement une prolifération de moustiques ou des choses de ce type-là? Monsieur Gosset, peut-être que vous êtes le plus à même de répondre. Oui, ben, je peux vous dire, la source, actuellement, elle est tarie. Donc aujourd'hui, la zone, elle est plus humide, elle est sèche. C'est complètement sec. C'est une source qui sort quand les niveaux d'eau Ouzous, toute la chaîne du Pibest est envahie de crevasses. Et Ouzous, il y a des résurgences partout. Et quand effectivement les résurgences sortent, comme c'est celle du parking, elle va fournir pendant quelques mois. Et d'un seul coup, il n'y aura plus rien. Donc c'est une zone humide sans être une zone humide, puisqu'elle va s'assécher complètement. Pendant la période d'été, elle va s'assécher complètement. Voilà. Donc les moustiques, ils n'ont pas le temps je pense, de produire. J'en ai pas vu du tout. Hein, ouais. D'accord. Ok. D'accord. Ok, très bien. Je vous remercie tous les deux. Je pense que je vous ai posé toutes les questions. Je vous remercie de votre intervention très très intéressante. Et donc, je vous propose qu'on passe maintenant au deuxième retour d'expérience, au retour d'expérience de la commune d'Espesse-Indurin. Et donc, nous allons accueillir Monsieur Michel Ibarra, qui est le maire de la commune et qui nous fait là encore le plaisir de bien vouloir être parmi nous. Monsieur Ibarra, bonjour, merci aussi de participer à ce webinaire. Je vais vous poser à peu près pour débuter les mêmes questions qu'à Monsieur Gosset. Pourriez-vous nous présenter, donc là encore sommairement, la commune d'Espesse-Indurin pour qu'on se rende bien compte de la taille et puis des moyens dont vous pourriez disposer? Bonjour tout le monde, vous m'entendez? On vous entend, pas de souci. Commune d'Espesse-Indurin, petite commune du Pays Basque. Nous avons un peu plus de 500 habitants sur une superficie de 1000 hectares. Les moyens de la commune, comme toute commune rurale, vous imaginez bien que ce n'est pas très très brillant. Nous avons la chance d'avoir une population qui est en augmentation permanente. Nous avons une école,
une agence communale postale et pas mal d'artisanat sur la commune. D'accord, ok. Très bien, donc une commune un petit peu plus grande. Et donc récemment, vous avez été amené à réfléchir au réaménagement du bourg, hein, du centre-bourg. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les problèmes que vous rencontriez à l'époque, quoi. Voilà. Nous avions un centre-bourg avec un fronton et une église. Nous avons pensé nous voulions créer un peu de lien social sur la commune. Donc, d'abord, nous devions agrandir le cimetière, qui était impératif, il était trop petit. Quitte à lancer ce genre de réflexion, on est parti sur un aménagement complet de la place. Donc, nous avons créé d'abord un cimetière paysager. Cette place est traversée par une départementale. Donc, côté église, cimetière paysager, et nous avons revu entièrement les parkings. Nous traversons la départementale et là, nous avons créé une place, aire de jeu pour enfants, terrain de pétanque, sanitaire avec petit préau. Nous avons refait tous les gradins du fronton parce qu'il y a un fronton au milieu de la place. Et tout en repartant vers de la végétalisation. Nous voulons revenir sur des arbres, nous voulions du vert. Donc, c'est tout ce travail qui a été fait avec la maîtrise d'œuvre et le CAUE. D'accord. Ok. Juste une petite remarque de l'Assemblée. Est-ce que vous pourriez juste recadrer un tout petit peu votre caméra, qu'on vous voit en fait? On ne voit que... Ah, voilà, là, c'est parfait. Super. Excusez-moi. Superbe, c'est parfait. Très bien. Et donc, vous aussi, donc, dans le cadre de ce réaménagement du centre-bourg, hein, il y a eu un parti pris de conserver une part d'espace vert important, de conserver des espaces enherbés, d'utiliser des revêtements poreux pour les stationnements, de conserver des fossés existants pour la gestion des eaux pluviales. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure de la réflexion, ou est-ce que c'était une volonté initiale de la commune, du conseil municipal? Ouais, c'était une volonté de la commune. On se rend compte que notre climat change aussi. Et donc, sur ce lieu, justement, nous voulions de la végétation, des arbres, du végétal. En ce qui concerne les fossés, nous avions décidé aussi de laisser des fossés à ciel ouvert. Nous avons évité un maximum de busage qui, sur le temps, amène que des problèmes. Le fossé ouvert, de temps en temps, un curage, c'est beaucoup plus facile à gérer. D'accord. Ok. La dernière question avant de passer la main à Maïté Fourcade. Voilà, pareil, est-ce que vous avez eu des aides pour faire émerger ce projet du département, voilà, quels organismes vous ont aidé? Sur le site de la ville, parce qu'on n'a pas de ligne téléphonique non plus en mairie. Donc, alors, on vous écoute, oui, Monsieur Ibarra, oui. Oui, donc nous avons eu des aides. Le département qui est venu, département et la DETR. Nous avons eu que deux organismes, l'État et le département, qui nous ont aidés quand même à une hauteur qui frôle les 60%. Sur un projet qui dépasse les 550 000 euros. D'accord, oui, donc projet de taille conséquente quand même pour la commune. Voilà, quoi, hein. les contraintes que nous avons eues, c'était les déplacements des réseaux, réseaux d'eau, réseaux électriques, qui nous ont quand même assez embêtés. Les problèmes aussi de circulation, vu que cet espace est traversé par une départementale, la gestion des feux rouges, où la population n'est pas tout le temps très patiente. C'est un peu long et c'est un chantier qui a duré quand même un certain temps, donc ça n'a pas été évident de le gérer, ça aussi. Mais le côté positif, la population s'est appropriée du site et on voit énormément de monde tous les soirs.
des mamans avec des enfants, des parties de pelote, des parties de pétanque. C'est le côté positif, c'est un lieu qui vit vraiment. Bah, c'est le meilleur retour d'expérience qu'on puisse avoir, ça, je pense, en tant que maire, de faire un aménagement qui marche, quoi, hein, voilà. Oui, oui, l'été dernier, même malgré le confinement, on voyait quand même souvent plus de 50 personnes sur les lieux, entre pelote, pétanque, aire de jeux d'enfants, et s'ensuit. Donc, c'est positif. Ok, très bien, merci pour ça. Je vais maintenant passer la main à Maïté Fourcade, donc du bureau paysagiste Pays Paysage, donc qui va nous présenter un petit peu le projet, hein, donc avec, comme tout à l'heure, la situation initiale et puis et le rendu aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais partager l'écran moi aussi. Voilà, est-ce que ça marche? Pas de problème, il faut juste mettre en plein écran et c'est parfait. Voilà, parfait. Donc, comme le disait Monsieur le maire, hein, on a travaillé sur un bourg qui, au départ, voilà, était réduit juste à l'église avec son cimetière et le fronton. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas un bourg constitué, puisque l'ensemble du bâti des maisons est plutôt disséminé sur l'ensemble du territoire, comme on peut le voir sur la photo aérienne. Donc, il s'agissait vraiment de créer un nouvel espace public. C'est-à-dire qu'en dehors de l'église et du fronton, voilà, on a travaillé sur un espace qui était en prairie. Donc, là aussi, le CAUE des Pyrénées-Atlantiques avait fait un pré-programme, donc ce qui permet ensuite de faire les demandes de subvention. Et ça nous permet à nous, justement, de bien identifier les besoins de la commune et le contexte paysager en particulier. Donc là, ce qui était important aussi, c'est qu'on se situe vraiment dans une plaine alluviale. Donc on voit sur la partie droite de la photo aérienne le Saison, donc qui est un cours d'eau assez important, hein, avec un réseau de cours d'eau secondaires qui viennent perpendiculairement se jeter dans le Saison. Et donc, on avait aussi un système de fossés présent sur le site qui nous a aidés justement au traitement des eaux pluviales, mais qui aide aussi à comprendre l'orientation des paysages et la structuration des espaces. Donc, juste pour quelques points, parce que c'est vrai que historiquement, ce bourg nous a intéressés, en particulier pour le fait qu'on avait vraiment cette église isolée dans un paysage agricole. Donc avec des haies agricoles, avec des alignements d'arbres, on voit le passage de la route où voilà où on a quasiment pas d'aménagement, on a les bas-côtés enherbés. C'est une image un peu rêvée aujourd'hui d'un paysage peut-être un peu nostalgique, mais voilà, on a envie d'essayer de se rapprocher de ces systèmes d'aménagement très simples. Alors effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a une circulation sur cette route départementale qui est très importante, avec des camions, et donc qui coupe les traversées naturelles. Mais on avait quand même cette idée, avec les élus aussi, de retrouver cette image d'un bourg dans la campagne, dans les prairies. Donc c'est un peu ce qui nous a guidés tout au long du projet. Donc c'est vrai que les perceptions actuelles étaient très différentes, hein, puisqu'on est sur des espaces qui sont très minéralisés, qui sont aménagés aussi pour sécuriser les déplacements piétons. Donc là, on se situe en fait sur le fronton qui a été aménagé en face de l'église, et on voit que voilà, la traversée n'est pas possible. On a un muret et des barrières pour sécuriser. Donc ça, face à l'église, on retrouvait simplement le fronton et après un peu de bâti dispersé. Donc là, on avait quand même aussi un cadre végétal et c'est vraiment ce qui nous a importé de prolonger dans les futurs aménagements.
Donc on voit bien hein, le passage de la route départementale avec donc l'église qui est sur la gauche, le fronton sur la droite, qui représente une vraie coupure. Donc ensuite, on avait, comme l'a dit Monsieur le maire, le projet d'étendre le cimetière. Donc le cimetière existant, il est derrière la haie. C'est vrai que c'est un petit cimetière. Et donc on a un espace de stationnement voilà, qui reprend des codes urbains de l'aménagement, hein, de l'enrobé, de la peinture blanche, pas de plantation. Donc c'est un peu une normalisation des espaces qui perturbent en fait la perception rurale et agricole du bourg. Il y avait quand même l'avantage de ne pas avoir de bordure, donc on n'était pas sur un espace fermé par des bordures et donc fermé hydrauliquement. Donc juste une image du cimetière pour illustrer que ben, là aussi on a un peu perdu les paysages anciens où les cimetières étaient quand même très végétalisés et ressemblaient plus à des jardins, alors qu'aujourd'hui voilà, on est sur des espaces qui sont entièrement gravillonnés et avec une organisation la plus efficace possible pour entrer le plus grand nombre possible de tombes. Donc c'est vrai que ça donne des espaces qui sont pas très agréables et voilà, qui sont pas ombragés, qui sont pas du tout propices ni à la promenade, voilà, ça donne pas vraiment envie de s'y promener. Alors que les cimetières étaient quand même plutôt des lieux plutôt en lien avec le jardin. Donc juste pour vous expliquer un peu la façon dont on a travaillé, étant donné qu'on est parti juste du fait qu'on avait une église et un fronton, il a fallu organiser les espaces de manière à ce que ces nouveaux espaces publics ne paraissent pas artificiels. Et notre objectif, c'était qu'on ait vraiment l'impression qu'ils aient toujours été là. Donc de pas forcément voir la patte des concepteurs, mais essayer de vraiment se fondre dans un paysage rural. Donc au départ, la première question, ça a été est-ce que on organise les espaces publics du côté de l'église ou du côté du fronton? Et assez vite, en discutant avec les élus, on s'est rendu compte que la partie conviviale aurait plutôt sa place du côté du fronton, donc avec un espace dédié donc, à une place publique, un autre à une aire de jeu, et le fronton, on maintenait l'existant. Côté église, on s'est plutôt on a plutôt consacré cet espace seulement à l'extension du cimetière, avec évidemment l'exigence d'avoir des traversées apaisées par rapport à aujourd'hui. Mais en se disant bien quand même que cette route, elle existe, on ne peut pas la gommer. Et donc, voilà, il faut faire avec, faciliter les traversées, mais on doit tenir compte du fait que cette route, elle existe. On ne peut pas dire qu'elle sera poreuse et que l'aménagement va l'englober. Donc, il faut la laisser passer. Après, ce qui était vraiment intéressant pour nous, c'est qu'à l'arrière, donc, on avait déjà un parking existant, bordé d'un fossé et une grande prairie. Donc ça, on s'est vraiment tout de suite attaché à conserver les stationnements sur cette emprise déjà imperméabilisée, donc et de pas encore venir imperméabiliser d'autres espaces, vu que déjà ici on crée de nouveaux lieux. Donc au niveau du fonctionnement hydraulique avant le projet, donc on a une route départementale hein, où là l'eau est entièrement canalisée, mais on a quand même un morceau de fossé ici au nord. Ensuite, on avait un fossé sur cette route ici qui est une route secondaire, un fossé le long du stationnement et un autre ici qui récupérait quand même pas mal d'eau et qui va se jeter dans le Saison.
Donc, au niveau du projet, donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, on a une partie qui est consacrée plus aux équipements conviviaux, la place publique, les jeux pour les enfants et un boulodrome. Et on a le fronton ici, donc avec son aire de jeu la plus importante de ce côté. Et ce qui était intéressant, c'était de... Hop, j'ai été trop vite. Ce qui était intéressant, c'est de profiter aussi de l'autre côté du mur de frappe pour asseoir vraiment la place publique. Donc, ce qui nous a importé aussi, c'était de proposer pas mal d'arbres, à la fois pour l'ombrage, mais aussi pour bien délimiter les contours des espaces publics. En particulier du fait qu'on n'a pas de bâti structurant, on n'est pas dans un bourg avec du bâti ancien qui permet de délimiter les espaces. Donc, les alignements d'arbres permettent aussi voilà, cela, de définir les contours de l'espace public. On a aussi ici, sur la première photo, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un muret, donc on a ouvert cet espace avec des gradins, donc ce qui permet là aussi d'avoir à la fois le côté gradin pour le fronton, mais aussi le côté lieu où on s'assoit facilement et où on vient se retrouver. Ce qui était important, justement, à la fois pour les eaux pluviales, mais aussi pour le confort et la sensation de fraîcheur, c'était de toujours retrouver des espaces végétalisés aux abords de ces places, donc plutôt minérales. Donc, on retrouve la plupart du temps des bordures engazonnées et plantées. On en a ici, on en a là, on en a aussi tout le long du fronton existant. Donc, ça permet, si on n'utilise pas de bordure, de laisser l'eau ruisseler et s'infiltrer. C'est ce qu'on a fait aussi avec ce fossé existant, c'est-à-dire que là, l'ensemble est à plat avec une légère pente qui permet aux eaux de s'écouler naturellement vers le fossé. En sachant aussi qu'il y a quand même des grandes fosses de plantation sur les arbres qui permettent aussi de récupérer une partie des eaux. Donc, de l'autre côté de la route départementale, hein, où là, on n'a pas vraiment changé le fonctionnement, on retrouve l'extension du cimetière. Ce qui était intéressant, c'était de se servir aussi de la conception ancienne des cimetières au Pays Basque, qui étaient donc des cimetières paysagers, des cimetières jardins. Donc, l'ensemble des caveaux, en fait, ils n'apparaissent pas en surface, ils sont recouverts de terre et enherbés, donc avec un système un peu élaboré pour l'ouverture. Mais donc, aujourd'hui, ça ressemble plus voilà, à une prairie qu'à un cimetière. Ensuite, on a laissé ces espaces, ces grands espaces verts sous la forme de prairies. Alors, on n'a pas implanté de terrain de sport comme ça avait été évoqué au départ, mais c'est vrai que ce sont des grands espaces libres qui permettent justement une utilisation très polyvalente. Et donc, ce que je vous disais aussi qui était important pour nous, c'était de se resservir de ce parking. Et comme c'était une nappe un peu entière d'enrobés, on a préféré voilà, le percer d'îlots végétalisés. Donc là, c'est comment dire, un aménagement qui est vraiment minimisé. On n'a pas retravaillé l'ensemble de cet espace. On s'est vraiment servi de cet empirement existant. Donc, bon, quelques photos. Donc là, on voit la partie fronton avec la place. Donc la place, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand espace minéral qui permet justement d'organiser des manifestations. Mais le revêtement donc choisi est un revêtement perméable. C'est du sable stabilisé. Et on voit à l'arrière les parties justement végétales. Alors on ne le voit pas sur la photo, mais on a un alignement de tilleuls sur la droite qui permet aussi de délimiter la place et de l'ombrager. Donc là, on voit la place publique dans l'autre sens, où on voit bien l'alignement du tilleul.
On voit aussi que l'ensemble du projet est arasé, donc on n'utilise pas de bordure pour que les eaux puissent venir ruisseler jusqu'au fossé. On a simplement une récupération des eaux ici entre la partie aire de jeu du fronton, qui elle est vraiment fermée et perméable. Donc on a un caniveau ici avec une grille et là on se rejette sur le réseau existant. Donc les espaces de jeu, donc on a privilégié vraiment le gazon, hein, le gazon rustique même. Donc là on voit l'allée de l'église qui a été créée entre le cimetière ancien et le nouveau cimetière, où voilà, on voit un espace en prairie avec des arbres. Donc là, on voit l'intérieur du cimetière. Donc les caveaux, en fait, ils sont positionnés sous cette partie en herbé, et on a juste les circulations qui sont empierrées. Et donc là, c'est la photo du parking, donc le parking existant qu'on a percé, donc avec des espaces importants justement qui sont à nouveau végétalisés. Et ensuite, on a fait des marquages, voilà, un peu plus naturels avec des traverses en chaîne. Et là aussi, on voit que l'eau s'écoule sans bordure vers le fossé existant. Donc là, on aurait pu pousser aussi un peu plus l'écoulement naturel des eaux pluviales vers les fosses. Bon, là, on a préféré les fermer avec une vue sur les bordures. C'est aussi pour éviter que les voitures ne viennent empiéter sur ces espaces végétalisés. Et ensuite, on a toute une nouvelle partie de stationnement qui là a été réalisée en mélange terre-pierre comme présenté dans le précédent projet. Voilà, on arrive au bout de la présentation. Alors c'est vrai que les eaux pluviales, c'est quelque chose qui nous tient à cœur plus dans la façon de ne pas trop aménager, enfin dans l'idée de ne pas tout aménager et de laisser voilà, vraiment de mettre le paquet sur les espaces qui ont besoin d'être aménagés, comme la place publique, et peut-être de laisser d'autres espaces sans aménagement, plutôt en herbé, en prairie, surtout en milieu rural. C'est vrai que le paysage s'y prête. Merci. Merci Maïté pour cette présentation. Je vais vous demander d'arrêter le partage d'écran. Et puis je vais reposer donc une question à Monsieur Ibarra. Donc vous nous avez dit déjà que c'était un succès, et puis on l'a vu sur les photos, très utilisé par la population locale. Pas de problème de débordement, d'inondation, de choses particulières constatées ces derniers temps? Non, c'est un projet qui est très intéressant parce que pour nous, communes, ça nous demande un minimum d'entretien. À part la tonte de la pelouse et le taillage un peu de ces arbres, le reste, il n'y a pour ainsi dire pas d'entretien, à part l'entretien courant qu'il y a dans tous les lieux publics. D'autres informations importantes, cette église est classée au monument historique avec des peintures sur lambris qui datent à peu près du XVIe siècle. Alors, attendez. Désactive le micro. C'est bon, vous pouvez y aller. Oui, donc des peintures qui datent du XVIe siècle. Et on se rend compte que depuis que cet aménagement a été fait, on a beaucoup de visites. Tous les jours, il arrive beaucoup de monde pour visiter cette église. Et une autre très bonne nouvelle, le département a engagé des travaux pour dévier cette place. Cette route départementale qui nous traversait
ce centre va devenir une desserte locale et la route départementale va passer bien en arrière. Si on avait su ça avant, on aurait peut même aménagé autrement notre place. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, ce qui n'empêche que ça pourrait être l'objet d'un projet futur, mais bon voilà, il y a une déviation, c'est des travaux beaucoup plus lourds, quoi. Voilà, mais des travaux. D'ailleurs, je remercie le CAUE avec qui le premier jet a été très facile. Et d'ailleurs, avec le CAUE, où on va engager d'autres travaux très importants, ça sera pour l'aménagement carrément du Bourdin du Rhin, où là aussi, un projet conséquent va sortir. Ok, merci. Est-ce que vous pensez que l'entretien de ces espaces est un surcoût par rapport à ce qui se faisait avant pour la collectivité, ou est-ce qu'à votre avis, on est à peu près dans des coûts équivalents? Non, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent. Il n'y a pas de surcoût parce que nous avons un employé communal qui a 22 heures et nous n'avons pas augmenté le temps de travail. Donc, il arrive à le faire, donc pas de surcoût. Pas de surcoût. D'accord. Il y a des questions notamment sur les matériaux qui ont été employés. Donc, il y a du sable stabilisé, il y a des concassés, il y a des mélanges terre-pierre. Bon, pas tellement le mélange terre-pierre, mais au niveau du cimetière, toute la partie donc en concassé. Je pense que le cimetière est en zéro phyto, hein, il n'y a pas d'utilisation de phytosanitaire. Et donc, la question, c'est quelle acceptabilité sociale de la, entre guillemets, future végétalisation du cimetière, notamment, voilà, par la population. Vous avez une idée de ça? Donc, la population, justement, les marchands et la population apprécient énormément de revoir du végétal et de revoir, même volontairement, on laisse un peu pousser l'herbe. On ne va pas couper l'herbe tous les 8 jours. Il faudra que les gens s'habituent à avoir de l'herbe autour d'eux pour pas justement éviter les produits phyto et éviter d'avoir des engins qui passent tous les jours en train de tondre. Et puis tout compte fait, c'est même agréable de voir un peu de végétation qui sort de terre et quelques fleurs et tout ce qu'on veut, quoi. Les gens on revient un peu au naturel quand même. Nous sommes en zone rurale et les gens l'apprécient. Voilà. Je dirais en fait que la principale problématique, elle existe quand on est dans un entre-deux, en fait, hein. Quand on est avec une zone un peu minérale dans laquelle poussent quelques pieds d'herbe. Là, effectivement, les gens se disent ah bah c'est mal entretenu. Mais par contre, si toute cette zone minérale devient végétalisée, effectivement, la problématique de l'entretien Ouais. disparaît dans la tête des gens, quoi. Voilà. Elle se confond avec les zones que nous avons mis. Donc, il n'y a pas de gros soucis là-dessus. D'accord. À ce niveau, est-ce que vous avez communiqué auprès de vos administrés ou mis je sais pas, dans le bulletin municipal un petit article sur voilà, la nécessité d'un retour au végétal? Alors pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a une question qui est posée sur voilà, comment faire prendre conscience aux gens de ce retour au naturel, enfin voilà, de cette nécessité. Mais il n'y a pas d'un gros effort à faire. Les gens, ils le prennent naturellement. Nous sommes en campagne. Je pense qu'ils préfèrent voir du végétal que du béton. Non, c'est naturel. Vous savez, on est entouré de prairies, de forêts. Et donc la nature, il faut qu'elle s'exprime aussi. Donc, non, c'est très bien pris par la population. Oui, ouais, pas de souci, très bien. Des questions aussi, notamment sur la présence d'arbres et proche du cimetière. Alors peut-être que c'est Maïté Fourcade qui pourra répondre là. Est-ce qu'il y a une crainte entre le développement racinaire des arbres et puis la présence de tombes, ou est-ce que les essences permettent cette entre guillemets cohabitation? Alors, bon, d'abord, on a utilisé des caveaux en béton qui sont préfabriqués, qui sont étanches. Enfin, je pense qu'il n'y a quand même pas de crainte à ce que les racines, elles vont pas pouvoir vraiment rentrer dans les caveaux. Après, il y a tout un système de drainage autour des caveaux. Donc ça peut peut-être oui, les racines peuvent peut-être aller chatouiller les drains.
Mais c'est vrai que ça nous semblait quand même vraiment très important de ramener des arbres dans le cimetière. Alors après, il y a les systèmes de par-racines. Enfin, on fait tout ce qu'on peut pour que techniquement, voilà, ça se passe bien. Mais voilà, à un moment donné, il faut accepter aussi de dire on met des arbres. Il y avait des arbres dans les cimetières anciens. Voilà, on faisait avec et il faut plus essayer voilà, de vraiment se dire non, on le fait. Et enfin, tant que justement on reste sur ces systèmes de caveaux préfabriqués en béton étanche où vraiment là on n'a pas de risque. Voilà, c'est ce que précise aussi Agnès Ducade, donc du CAUE des Pyrénées-Atlantiques, qui dit ben voilà, dans les cimetières basques traditionnels, c'est vert, il y a des arbres, donc voilà, c'était aussi une idée de recréer tout ça. Voilà. Et même par rapport à la crainte principale où dans les cimetières, ce qui est d'avoir des poches d'eau dans le sous-sol, c'est vrai que les arbres peuvent absorber ces eaux souterraines. D'accord. Et donc toujours sur cette présence arbre et cimetière, donc une question sur l'ancien cimetière ou voilà, mettre des arbres à proximité de l'ancien cimetière, est-ce que c'est bien accepté? Est-ce qu'il n'y a pas de risque non plus? Oui, alors là on a quand même une distance par rapport à l'ancien cimetière. Mais bon, non, je pense que l'ensemble de la population l'a bien accepté, oui, puisque ça amène aussi quand même de l'ombrage et ça rend la visite au cimetière beaucoup plus agréable. Après, on a refait aussi des murs de clôture de l'ancien cimetière, qui fait que l'ancien cimetière est quand même bien délimité par rapport aux nouveaux espaces aménagés. D'accord, très bien, merci. Une question sur le bois qui a été utilisé. Le bois est-il local? Question piège. Alors, ce sont des traverses de chêne. Donc ça, c'était déjà quelque chose, voilà, là, on a quelque chose à laquelle on tenait. Après, est-ce qu'elles sont locales? Je ne saurais pas vous dire. D'accord. Une autre question sur, comme on a fait des travaux à proximité de l'église, est-ce qu'il y a eu une recherche archéologique préventive qui a été réalisée? Non, le projet il a été soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Après, on voyait bien quand même sur les plans anciens la position du cimetière. Donc bon, qui était bien délimitée par le mur. Non, on n'a pas fait de recherche archéologique. D'accord. Ok. Une autre question. Alors, quelqu'un qui a été regardé sur la vue aérienne sur Internet et qui nous dit que la zone de part et d'autre de la chaussée est grisée. De quel type de revêtement s'agit-il? Alors là, je pense que ça doit sûrement être les trottoirs qui sont en béton désactivé, ouais, sur la partie vraiment traversée entre l'église et le fronton. D'accord, ok, très bien. Donc là, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de sécurisation. Comme le disait Monsieur le maire, à ce moment-là, la déviation n'était pas actée, donc voilà, il y a une circulation qui est importante. Ok, puis une question finale, en fait, quand on voit le projet tel qu'il a été fait, votre compétence à vous en tant que bureau d'études, c'est quoi? C'est paysagiste, c'est VRD, c'est hydraulique, c'est voilà, quelles sont les compétences un petit peu nécessaires pour mener à bien un projet de ce type-là? Alors bon, pour tout ce qui est vraiment technique, qui nous pose souci, c'est vrai que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, on avait un bureau d'études techniques, VRD et hydraulique. Mais je dirais que l'avantage qu'on peut avoir en étant paysagiste, c'est on est spécialiste de rien, mais on met tout en œuvre pour avoir la vision la plus large et la plus croisée possible entre toutes ces disciplines. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que parfois même notre naïveté, enfin la mienne souvent, en particulier par rapport aux fossés, par rapport aux bordures, je pose souvent la question de ah bon, mais pourquoi on buse ou pourquoi on met une bordure
parce que justement, ça me semble pas évident, moi qui n'ai pas des connaissances hyper pointues en VRD, on m'a pas appris qu'il fallait mettre une bordure. On m'a pas appris que c'était systématique. Donc, c'est des questions qu'on se pose et qui peut-être peuvent faire avancer le regard sur l'aménagement. J'ai l'impression que plus on est léger, moins on aménage et parfois mieux c'est réussi. Ouais, mais merci de ces propos pleins de vérité parce que moi, personnellement, je suis aménageur hydraulique, quoi, hein, et moi, on m'a appris à mettre des avaloirs, des fossés, des buses, voilà. Et effectivement, j'ai besoin de votre vision à vous pour me dire et remettre en cause ce qu'on m'a appris et ce que je faisais, quoi, hein. Voilà, clairement. Il faut absolument qu'on arrive à changer nos pratiques. Et cette pratique, on le voit, ben voilà, c'est multithématique, hein. Il faut que tout le monde soit autour de la table, les élus, la population, le bureau d'études sol, le bureau d'études VRD, le bureau d'études paysagistes, les hydrauliciens, voilà, pour qu'on ait un projet abouti et qui réponde à tous les usages. C'est vraiment extrêmement important à ce niveau-là, quoi. Je lis dans le chat, on revient aux fondamentaux de nos anciens, c'est effectivement ça. Bien souvent, on est en train de réinventer ce que les anciens faisaient naturellement il y a plusieurs centaines d'années, quoi. Voilà, et qu'on a complètement oublié, hein, qu'on a vraiment. Et dans ce sens, ça me semble vraiment important de toujours observer voilà, comment c'est fait, peut-être sur les zones qui ont été le moins aménagées dans les années, on va dire, 80, 90, comment c'était avant, quoi, pour bien observer comment ça fonctionnait, en particulier l'hydraulique. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à Monsieur Ibarra, merci Maïté pour tout ça, quoi. Voilà. Merci à vous. Ah, pardon, il y a une dernière question. Oh là là, qui tombe au dernier moment. Question pour la mairie. L'Église accueille-t-elle des mariages? La position du cimetière historique ne pose-t-elle pas problème dans ce cas-là? Monsieur Ibarra, si vous voulez. Oui, bien sûr, nous faisons des mariages comme toutes les communes. Les mariages, dès qu'un couple veut se marier, il n'y a pas de souci. On fait des mariages régulièrement dans notre église. Ok, très bien. Pas de problème des mariés qui se plaignent ou... Ah non, au contraire. Rien que le fait de l'aménagement du tour de l'église, non, le site il est beau et donc ils se sentent très bien au milieu de ce végétal et de ce site, quoi. D'accord, très bien. Et une autre question encore qui vient d'arriver, est-ce qu'il y a eu des études hydrauliques un petit peu poussées pour savoir s'il y avait des risques d'inondation ou pas? Alors peut-être que c'est Maïté qui pourra répondre notamment. Alors, études hydrauliques, je ne sais pas. Nous, on avait faire une étude plutôt géotechnique, en particulier pour le cimetière. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir les caveaux à enterrer et le drainage à prévoir, c'est plus cette partie-là qu'on a regardée. Mais après, peut-être que dans le cadre de son PLU, Monsieur le maire avait fait faire des études hydrauliques. Oui, nous sommes en PLU, des études hydrauliques avaient été faites, mais nous, sur la commune, on se base comment c'était avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas de problème et on essaye de revenir un maximum à les fossés qui existaient avant, les nappes marécageuses qui existaient avant. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Plutôt que de faire des études en création de ceci, en création de cela, il faut qu'on revienne comment on était à l'origine de comme c'était avant, parce qu'on s'est rendu compte qu'avant, il y avait moins d'inondations. Donc, on revient un peu au temps d'avant. Ouais. C'est ça, hein, effectivement, et c'est quelque chose qu'il faut faire accepter par la population, que désormais, ben, il y aura de l'herbe, désormais, il y aura de l'eau quand il pleuvra. Voilà, c'est l'acceptation qui est plus compliquée. Oui. Encore en milieu rural comme chez vous, il y a, je dirais, moins de soucis, mais dans des milieux urbains très contraints, ben, c'est aussi quelque chose qu'il faut aujourd'hui faire passer de manière importante, quoi. Voilà, il faut se battre vraiment parce que on a quand même, tout le monde veut buser son tour de maison, vous busez ceci, on veut tout buser,
Et donc, il faut que je tienne fort pour dire non, non, on va pas abuser, on va pas abuser, on va pas abuser. C'est pas facile à faire comprendre aux gens, mais il faut tenir, il faut tenir. Et ça va rentrer petit à petit là aussi dans les mœurs, mais il faut pas céder. Merci de ce plaidoyer qui est plein de bon sens, quoi. Voilà, franchement, très, très bien, quoi. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Donc, je vais vous proposer notamment de la suite à ce webinaire. Donc, je vais repartager mon écran. Pourquoi la suite? Parce que le 29 juin, nous organisons maintenant du retour d'expérience, non plus en milieu rural, mais en milieu urbain, donc avec 2 retours d'expérience aussi qui vont avoir lieu. Un premier qui sera celui de Cap-Breton et un deuxième que je suis en train de monter. Donc voilà, je garde du suspense encore dessus. Mais voilà, l'idée, ça sera la même chose, hein, d'avoir du retour d'expérience et puis de pouvoir poser des questions sur des aménagements un petit peu plus grands, un petit peu plus contraints aussi, hein, par la place. Et puis, je vous rappelle que nous vous mettons à disposition un questionnaire de satisfaction vis-à-vis de ce webinaire, mais surtout un questionnaire d'attente pour nous, au niveau du groupe de travail, qu'on prépare la suite, hein, de voir un petit peu quelles sont vos attentes et qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer suite à ces premières interventions. Donc, dans le chat, dans la partie forum de discussion, vous trouverez le lien vous permettant de répondre au questionnaire. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous de votre participation. On est de nouveau dans les temps puisqu'il est 12h06. Et donc, je vous souhaite, j'espère que ça vous a convenu, hein, voilà, je vous remercie pour les questions que vous avez posées. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Merci aussi à mes collègues qui ont participé à la conception de cette journée. Voilà, bonne journée à vous tous. Au revoir.